Déjà, merci à tous. Je peux commencer? Donc, je m'occupe à Cdiscount et en général dans Cnova d'un argument de transformation. Donc, je m'occupe des transformations, c'est-à-dire amener le groupe Cnova, dont Cdiscount fait partie, vers l'ère de l'IA génératif, l'utiliser de plus en plus et d'accélérer de plus en plus. Donc, la présentation va avoir en quelque sorte comme objectif de démontrer qu'une démarche d'accélération passe par plusieurs étapes. Elle touche plusieurs équipes. Plusieurs équipes ont participé à ce projet et avoir un axe assez pragmatique. Comment on amène une idée en production. Donc, on fera un parcours du POC à la production. Avant de parler du POC, on parle un peu de Cdiscount. Donc, Cdiscount est le leader français de l'e-commerce avec 2,6 milliards d'euros en termes de volume d'affaires sur 2024, 19 millions de visiteurs uniques et 7 millions de clients. Et je porte votre attention sur le chiffre concernant le nombre de références produits. 20 millions de références produits, comme on parle de traduction, c'est déjà un élément important. Ça vous permet de comprendre que dans ce talk, la volumétrie est un aspect assez important. 2000 collaborateurs, un site mobile first avec plus de 80% de trafic mobile et 17 000 vendeurs avec au moins une vente en 2024. Donc, les chiffres sont importants. Cdiscount fait partie d'un écosystème plus large qui s'appelle Cnova. Et dans cet écosystème, on trouve Octopia. Donc, Octopia est une solution pour déployer une marketplace sur un site d'e-commerce existant ou pas. Mais ce qui est important, c'est que Octopia permet d'amener les vendeurs d'Octopia vers les sites qui veulent devenir des marketplaces. Donc, une fois que vous faites confiance à Octopia, comme plusieurs canaux de vente ici le font, vous arrivez sur la solution et vous avez tout de suite vos vendeurs et vos produits disponibles. Si ce n'est pas encore clair, je vais vous faire un exemple qui clarifiera cette architecture et cette mode de fonctionnement. Donc, la problématique est relativement simple. Donc, vous êtes un vendeur. Vous êtes un vendeur et vous maîtrisez une ou plusieurs langues. Généralement, vous en maîtrisez une. Et vous avez des fiches produits dans votre catalogue. Vous voulez vendre dans plusieurs marketplaces. Ces marketplaces ont toutes leurs contraintes. L'une des plus grosses contraintes, c'est la langue. Donc, vous n'avez pas forcément envie de créer la fiche produit dans toutes les langues pour toutes les marketplaces. Donc, vous créez votre fiche produit, mettons, en français, parce que vous êtes un vendeur historique Cdiscount. Vous la créez en français et vous déposez cette fiche produit dans le catalogue central Octopia. Il s'agit d'un seul et unique catalogue. Et Octopia s'occupe de dispatcher, si vous voulez, ces fiches produits vers les différents canaux de vente en les adaptant aux exigences des canaux de vente. Mais l'une des grosses adaptations pour les canaux de vente qui ne sont pas francophones, c'est la langue. Donc, vous avez un enjeu très important de traduction des fiches produits. Vous avez des fiches produits qui sont en français, qui sont en anglais. Aujourd'hui, la majorité des fiches produits sont en français, mais vous avez des langues cibles très, très différentes. Donc, vous avez le suédois, les langues scandinaves, vous avez le portugais, vous avez l'espagnol, vous avez l'italien. Donc, vous avez un éventail de langues qui est assez important. Et pour l'instant, je limite cet espace aux langues qui ont des caractères latins. Donc, peut-être que quelqu'un d'entre vous aura des questions par rapport au chinois ou à l'arabe. Disons, on se focalise sur les langues qui ont des caractères égaux aux caractères français et anglais, donc au latin. Avant de parler de traduction, je voudrais vous montrer une fiche produit. Donc, ça, c'est une fiche produit. Elle est bien évidemment, elle a bien une photo et plein d'informations. Donc, il faut imaginer que cette fiche produit est un agrégat de plusieurs informations, comme le titre que vous voyez en haut, mais aussi la description et les différentes propriétés techniques. Donc, le corpus que vous voulez traduire est un agrégat de plusieurs informations. On peut le considérer comme une seule unique fiche produit ou comme un découpage de plusieurs champs que vous pouvez traduire. Pourquoi je dis ça? Parce que la solution qu'on utilisait
c'est une solution bien établie sur le marché. Il s'agit de Google Translate, j'imagine que vous le connaissez tous. Et il s'agit d'une approche champ par champ. Donc, on va réaliser, on traduit la fiche produit petit morceau par petit morceau. Et on réagrège la fiche produit traduite à la toute fin. C'est quoi l'avantage d'utiliser Google Translate? Bien évidemment, vous avez une couverture très très importante. Il me semble qu'il s'agit de 150 langues, donc un patrimoine de langues qui est très très important. Il s'agit d'une solution qui est rapide et qui vous permet de traduire très très rapidement les fiches produits. Et il s'agit, il ne faut pas l'oublier, d'une solution éprouvée. Depuis plusieurs années, les personnes utilisent Google Translate. On trouve beaucoup d'informations sur le web sur la qualité et beaucoup d'entreprises ou de particuliers utilisent Google Translate pour traduire. Donc, si vous vous lancez dans le business de traduction, si vous vous lancez dans un jeu de traduction, une solution éprouvée, c'est quand même confort. En revanche, on peut tout de suite regarder le coût. Dans les modèles LLM, on parle souvent de coût par million de tokens. Donc, Google parle souvent un coût par million de caractères. J'ai fait une petite équivalence. C'est environ 80 $ par million de tokens. Il s'agit d'un coût important et on paye uniquement l'input. Il n'est pas possible de prendre en compte le contexte. Donc, vous ne pouvez pas forcément personnaliser votre traduction, ajouter une tonalité, mettre une introduction à votre traduction. Et la traduction n'est pas customisable. Donc, vous n'avez aucun degré de customisation de la traduction. Le besoin que Octopia avait, c'était de garder une qualité intacte, donc de ne pas baisser en termes de niveau de qualité de la traduction, mais baisser drastiquement les coûts. Et c'est ce projet qu'on a lancé et on est passé d'abord par une phase de POC pour choisir le bon modèle et les bonnes approches. Comme vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de 20 millions de fiches produits. Le rythme de croisière qu'on vise, c'est entre 500 000 et 1 million de fiches produits. Donc, encore une fois, c'est un enjeu de taille. Vous avez beaucoup de fiches produits à traduire, vous avez un enjeu de coût et vous avez un enjeu de temps. Donc, on a voulu saisir et explorer et saisir une opportunité. Bien évidemment, vous vous en doutez, c'est l'IA générative. Donc, on voit en ce moment un essor depuis au moins 2 ans, mais c'est plus, un essor de l'IA générative, des modèles qui sortent toutes les semaines, des avancées qui sont révolutionnaires. Donc, la question, est-ce qu'on peut utiliser l'IA générative pour traduire des fiches produits, est venue à l'esprit à tout le monde. Donc, c'est quelque chose que, immédiatement, on a vu comme une opportunité avec un fort potentiel. Il existe des benchmarks sur des modèles open source, mais il y a aussi des études sur les modèles propriétaires à base de Rouge Score, Blue Score, qui vont quand même vous faire penser que l'IA générative est adaptée à ce type de tâches. Donc, on part quand même d'une position dans laquelle on se dit, oui, il y a du potentiel. La question est, les études sont des études génériques. Nous, on a un besoin spécifique. Est-ce que les modèles LLM sont utiles dans notre cas très spécifique? Donc, on ne peut pas se confier uniquement sur les études externes. Il faut vraiment faire une étude interne pour démontrer que quelque chose qui a du potentiel, effectivement, est utilisable en production. Et troisième chose, c'est un enjeu de coût. Donc, on a fait un petit calcul. Ça, c'est pas une estimation, ça, c'est pas le coût réel. On a fait un petit calcul que vous pouvez faire quand vous vous lancez dans un modèle. On a fait quelques hypothèses. En gros, on s'est dit, OK, c'est une traduction. Imaginons dans un monde très optimiste qu'on paye uniquement les tokens des caractères à traduire. Ce qui est optimiste, c'est pas le cas. On paye un peu plus avec un LLM. Parce qu'on paye tout le contexte. L'input est égal à l'output. OK, on prend ces deux hypothèses et on fait un petit calcul de tête de combien ça va nous coûter. Et en fait, on se rend compte que, mis à part O1 qui coûte très très cher, les autres modèles qu'on a mentionnés ici, et vous pouvez essayer avec d'autres modèles, on a choisi la gamme d'OpenAI juste pour avoir une gamme entière, vous vous rendez compte très rapidement que le coût, même si on est dans une version optimiste, même s'il aura des coûts supplémentaires, le coût est quand même très intéressant. Donc, on disait, par exemple, Google Translate, il est sur 80 € par million de tokens. ChatGPT 4o,
il est à 2,5 plus 10, donc 12,5 euros par million de tokens. Donc, vous avez encore de la marge. Et donc, vous pouvez vous dire, ça vaut la peine d'explorer. Toujours, c'est quoi les avantages et les inconvénients d'utiliser un LLM sans encore avoir écrit une ligne de calcul, une ligne de code? C'est la capacité d'explorer en utilisant un contexte, de vous fournir une réponse dans laquelle vous pouvez demander et mettre un contexte, mettre une tonalité. Avec un LLM, il est toujours possible de fine-tuner et donc de personnaliser votre modèle. Donc, le prompt vous permet de personnaliser la traduction. Le fine-tuning vous permet de personnaliser le modèle. Et au final, vous avez vu qu'au moins sur le papier, les modèles LLM sont moins onéreux que les solutions existantes, les solutions comme Google Translate ou, si je veux en citer un autre, DeepL. Les inconvénients, c'est plus tricky et plus touchy. En fait, vous avez un fort risque d'hallucination avec les LLM. Vous avez le risque que les LLM inventent de toutes pièces des informations dans la fiche produit que vous voulez traduire. En revanche, ces risques se matérialisent surtout quand vous posez une question à l'LLM et la réponse n'est pas dans sa base de connaissances. Typiquement, ça arrive quand vous lui posez une question très ouverte. Je ne sais pas, par exemple, vous faites un RAG. Dans la première phase du RAG, on ne retrouve pas l'information qui permettrait de donner la réponse. L'LLM va se baser sur sa base de connaissances. Et si vous n'avez pas bien prompté, l'LLM va inventer de toutes pièces ce qui s'est passé. Ça m'est arrivé personnellement. Mais dans ces cas-là, on maîtrise parce qu'il s'agit d'un traitement de texte existant. Donc, vous manipulez du texte, vous arrivez sur du texte, vous ne posez pas des questions particulières. Dans ces cas-là, on arrive à maîtriser. Vous avez d'autres risques, verbosité, troncage, filtrage. Je l'ai mis ensemble pour confort. Mais en gros, verbosité, vous risquez que l'output ne soit pas cohérent avec ce que vous voulez. Voici la traduction de votre fiche produit. Vous ne le voulez pas, ça. La troncation, la réponse s'arrête au milieu. Vous ne voulez pas ça non plus. Et le filtrage, l'LM refuse de traduire parce qu'il s'agit du contenu pour enfants. Et donc l'LM vous dit, je ne sais pas exactement, je ne le traduis pas parce que le contenu pour enfants, je ne veux pas. Ou feu d'artifice, ou de pistolet, parce qu'il pense que c'est un pistolet, une arme, et pas un pistolet pour enfants. Ça arrive, ça aussi. Et l'autre risque, c'est que ce soit lent. Google Translate va vite. Vous vous posez la question si un LLM est suffisamment rapide pour répondre à votre question. Donc, avec toutes ces interrogations, on a commencé le POC. L'un des points critiques, c'est le système d'évaluation. Donc, vous avez un monde idéal. Dans ce monde idéal, vous avez un cache illimité et du temps illimité. Donc, vous engagez une société de traduction et vous demandez à la société de traduction d'annoter les différentes versions de traduction qui sont fournies par Google Translate et par vos LLM. Eux, ils vous font un retour, vous optimisez le prompt, vous le renvoyez, vous faites un cycle de 5 ou 6 itérations avec eux, et à la fin, vous arrivez sur quelque chose qui vous permet de prendre une décision. Cette démarche est extrêmement coûteuse, et ça prend beaucoup de temps. Et quand je dis extrêmement coûteuse, vous pouvez mettre plusieurs euros en face. Donc, on a choisi de prendre un raccourci, de faire un compromis. On a choisi de faire évaluer les fiches produits par un LLM. Donc, avec un système d'évaluation par un LLM. Avec le pari qu'un LLM sait bien juger, surtout si c'est un LLM puissant, il sait bien juger de la qualité de traduction. Et juger de la qualité de traduction est plus simple que traduire. Donc, vous prenez un modèle qui est puissant et vous lui donnez une tâche qui est relativement simple. La traduction, c'est plus complexe. Par exemple, si vous prenez un petit modèle qui n'est pas capable de traduire du français à l'anglais, si vous lui demandez si la fiche produit en sortie est bonne ou pas, un petit modèle va reconnaître, par exemple, que vous avez un mixte, comme dans le cas précédent, de français et d'anglais, même si lui-même, il n'est pas capable de traduire. C'est une tâche qui est un peu plus simple et on ne va pas utiliser comme juge un modèle petit. On va utiliser un modèle puissant. Donc, il faut bien spécifier les critères, fluidité, fidélité, complétude. Et en gros, vous spécifiez les critères que vous souhaitez
à voir dans la fiche produit. Pas tous les sites d'e-commerce ont les mêmes contraintes, ni juridiques, ni en termes de spécifications. Il est important de juger toutes les traductions en même temps parce que vous allez donner une note. Donc, vous ne pouvez pas annoter une fiche produit séparément parce que le LLM ne sera pas capable de vous fournir une note, en quelque sorte, universelle. Donc, vous jugez toutes les fiches produits en même temps. Le conseil, c'est un conseil produit, si vous voulez. Rédiger, c'est aussi un conseil TDD. Rédiger les juges avant de rédiger le prompt de traduction. Une fois que vous avez l'idée claire sur quelles sont votre priorités, vous pouvez choisir un prompt de traduction qui s'adapte. Ne traduisez pas d'abord et après, ah oui, je mets aussi le juge. Commencez par le juge. Et chose très importante, on a utilisé le juge que en R&D. Mais il est aussi possible d'utiliser en production. Bien évidemment, j'ai parlé d'un modèle puissant, donc cher, qui va répéter cette tâche en traduction. Donc quelque chose qui va augmenter les coûts et qui va être plus lent. Mais il est tout à fait possible de faire une deuxième itération pour valider avec les juges en production que votre fiche produit est correcte. Donc il ne s'agit pas de faire une publicité à ce modèle ou à ces autres modèles. C'est juste pour présenter quel type de modèle on a exploré. Donc le benchmark est Google Translate. Et on a exploré, ce qu'on voulait, c'est explorer une gamme de modèles cohérentes. Et donc, on a choisi OpenAI à partir de ChatGPT 3.5 jusqu'à O3 Mini pour explorer cette gamme et montrer comment les différents modèles évoluent dans le temps, parce qu'il y a une évolution dans le temps, de 3.5 Turbo à O3 Mini il y a environ 2 ans, si je ne me trompe pas. Et on voulait utiliser toute une gamme de modèles pour explorer les différentes options. On a écarté quelques modèles, on ne s'est pas focalisé sur les modèles open source. On en a écarté quelques-uns. Donc, on a écarté, de la présentation précédente, on a parlé de Llama 3.1, 8 milliards de paramètres. C'était juste un enfer pour parser les réponses. Et c'est un modèle qui était trop petit pour l'utiliser directement. On voulait utiliser Xalma, mais l'effort de le mettre dans notre infra était quand même conséquent. Et donc, je rappelle, il s'agit d'une présentation pragmatique. On a commencé par un MVP. MVP, c'est explorer la gamme de modèles OpenAI qui était disponible sur le cloud. Et on a utilisé, comme juge, le modèle plus puissant qu'on avait à disposition, qui est ChatGPT 4o, qui est à la fois traducteur et juge. Donc, ça ne va pas plaire à tout le monde, je l'imagine. Mais il s'agit d'une approche assez pragmatique et comme, encore une fois, le modèle qui va juger n'est pas le modèle qui va traduire. Dans le sens que le modèle qui va juger a une tâche beaucoup plus simple du modèle qui va traduire. Un mot sur la stratégie de traduction, ça c'est très important, c'est la partie plus métier de la présentation. En gros, une traduction champ par champ vous permet d'être très robuste. Si l'LLM refuse de traduire, vous avez une fallback uniquement sur un champ et vous ne perdez pas un produit. Il est moins onéreux parce que vous avez des prompts qui sont beaucoup plus simples. Vous avez moins de texte à traduire à chaque chunk, à chaque itération. Donc, vous avez des prompts qui sont plus simples. Et vous avez aussi un enjeu de fidélité. Le texte, on l'a empiriquement observé, le texte qui sort est plus similaire, est plus fidèle au texte de départ, parce que vous lui donnez moins de choses à traduire. En revanche, si vous passez l'intégralité de la fiche produit, vous pouvez mieux contextualiser votre demande de traduction, vous faites moins d'appels aux LLM, et vous avez plus de liberté créative donnée à l'LLM. Il s'agit de faire un choix de votre côté, si vous voulez quelque chose de strict, ou vous voulez quelque chose d'un peu plus libre. C'est un choix métier, c'est aussi un choix juridique. Ça dépend aussi de votre contexte juridique. En gros, si vous êtes, ça dépend qui possède les fiches produits. Donc, on a parlé beaucoup du contexte. On va parler des résultats. Donc, je vous ai dit, notre objectif, c'était d'avoir une traduction de qualité équivalente ou plus, mais pas moins, et réduire les coûts. Et donc, on observe qu'avec les LLM qu'on prend en considération, sauf avec les anciennes technologies, donc ChatGPT 3.5 Turbo,
on a des résultats qui sont comparables, ça dépend quelle est votre confiance dans le score du juge, mais comparables ou meilleurs à Google Translate. Donc, avec ChatGPT 4o, ChatGPT 4o mini et O3 mini, on a des résultats de traduction. Encore une fois, on n'est pas sur des langues très exotiques. On a des résultats de traduction qui sont bons. Et l'autre chose qu'on a remarqué est que si on traduit champ par champ, on a des résultats qui sont, à l'appréciation du juge, moins bons. Ça, c'est lié au fait que dans le juge, on n'a pas trop insisté sur la fidélité. On a donné un point important à la fluidité. Et donc, en phase d'évaluation, on s'est rendu compte que traduire l'intégralité de la fiche produit permet au LLM de prendre un peu plus de liberté créative, mais dans l'esprit d'avoir de plus de fluidité et d'une fiche produit qui est plus adaptée à l'e-commerce. Je vous ai amené ici un exemple de traduction. Il s'agit d'un exemple parmi des millions d'exemples. Donc, bien évidemment, c'est un exemple que j'ai choisi. Mais en gros, vous avez la fiche produit originale en français, la fiche produit traduite par Google Translate, la fiche produit traduite par ChatGPT 4o mini, un score 9 traduit en intégralité, et la fiche produit traduite par ChatGPT 4o mini, champ par champ. Vous voyez tout de suite qu'il y a deux différences. Entre Google Translate et ChatGPT 4o mini, il y a une différence de lexique. Ils utilisent des termes différents. Et l'autre chose, c'est qu'entre la traduction champ par champ et la traduction intégrale, vous voyez que la traduction intégrale prend vachement plus de liberté. Vous avez plus de texte, vous avez une narrative qui est plus fluide, vous pouvez aimer, vous pouvez ne pas aimer. Ça dépend de votre écosystème. Mais en regardant, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même ce phénomène qui se reproduisait de façon assez courante. En termes de coût, les différences sont beaucoup plus flagrantes. Effectivement, si vous passez de Google Translate à ChatGPT 4o en version intégrale, ce qui est le deuxième palier, vous économisez un peu. Dès que vous passez à ChatGPT 4o mini, vous économisez beaucoup, parce que le ratio de coût, c'est 15. Donc, vous divisez par 15 vos coûts de traduction. Et quand vous passez de la traduction intégrale à la traduction champ par champ, comme votre prompt se réduit, ben vous économisez encore. Et dans la slide précédente, on avait quand même montré que la traduction champ par champ de ChatGPT 4o mini était de bonne qualité, équivalente à celle de Google Translate. Donc, on remplit la mission. On a aussi regardé un peu en off quelques modèles open source, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé encore le bon modèle, le bon compromis. Donc, en termes d'implémentation, je voulais vous guider à travers tout le processus. Donc, une fois implémenté, donc on a choisi ChatGPT 4o mini champ par champ, parce qu'il s'avère le choix le plus proche dans un optique MVP. On va juste basculer le modèle et on ne va pas changer l'architecture de traduction. Effectivement, Google Translate est plus rapide, beaucoup plus rapide. On est sur des temps de entre 300 et 400 millisecondes pour des batchs de 10 traductions, versus en moyenne 1 seconde pour ChatGPT 4o mini. En revanche, avec cette technologie, il est toujours possible de scaler. Donc à vous de trouver une architecture, une infrastructure plutôt, qui soit adaptée et qui permet de scaler. Dans notre cas, ce type de ralentissement ne nous a pas bloqué et il est tout à fait possible de trouver une infrastructure sur le cloud ou on-premise qui permet de gérer la volumétrie dont on parlait tout à l'heure. Et puis, en labo, ça c'est la production, et puis en labo, on a constaté que ChatGPT 4o mini est plus rapide que ChatGPT 4o est moins gourmand, ça on le sait, il est beaucoup plus petit comme modèle. Et on a aussi observé que la traduction champ par champ n'est pas forcément plus lente que la traduction intégrale, parce que le nombre d'appels que vous faites est compensé par des plus petits prompts, et donc au final, les deux forces se compensent et vous avez en quelque sorte un résultat similaire en termes de vitesse. En termes d'implémentation, ça c'est un point très important.
En fait, l'R&D, on a développé côté data science avec LangChain, Python. On a développé beaucoup de lignes de code pour mettre en place le système de juge, pour expérimenter, pour retraiter, pour analyser. Donc, vous avez un code qui est relativement volumique. Mais quand vous passez en production, en réalité, vous prenez uniquement la partie importante de votre code. Et cette partie n'est pas si complexe que ça. Ça, c'est un gros avantage. C'est-à-dire que vous pouvez donner l'étude à l'IT, qui peut implémenter en autonomie la solution, sans besoin d'un microservice intermédiaire, par exemple écrit en Python et industrialisé par un MLE. Donc, ce type de démarche permet d'aller relativement rapidement. Comme MVP, je vous ai dit, on a choisi ChatGPT 4o Mini, traduction champ par champ, avec une fallback en Google Translate, pour rester cohérent avec l'architecture actuelle. Et pour minimiser le risque d'hallucination, il a suffi d'éviter de traduire le vide. Pour conclure, ce qui reste, les prochaines étapes. Donc ça reste qu'un MVP. Il y a beaucoup de chemins encore à parcourir, mais ça reste une solution qui répond à la mission, à l'objectif. Donc on veut explorer davantage plusieurs de modèles open source, plusieurs modèles propriétaires. Le monde évolue, et si vous regardez cette présentation dans un an, les modèles seront probablement obsolètes. Mettre en place un ping-pong entre le traducteur et le juge pour s'améliorer en production. Ça coûte évidemment en termes de temps et de ressources, mais ça serait intéressant. Traduction, recommandation, suggestion de correction et implémentation. En fine-tuning, ça je pense que c'est l'une des pistes les plus intéressantes, passer sur un petit modèle fine-tuné. Ça serait vraiment une grosse avancée. Et passer sur la traduction intégrale de la fiche produit tant qu'il n'y a pas de contraintes juridiques qui ne sont pas respectées. J'espère que je n'ai pas débordé. Merci à tous pour l'attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, on a le temps pour une ou deux. Ah bah, je vois qu'il y a des gens qui sont chauds. Merci pour la présentation. J'avais une question concernant l'utilisation du LLM comme juge. Vous avez mentionné plusieurs fois que vous avez fait l'hypothèse qui serait assez bon pour cette tâche, et c'est d'ailleurs votre évaluation. Est-ce qu'à un moment, vous avez procédé à une validation de cette hypothèse, peut-être même de façon qualitative, enfin quantitative, mais... On a fait un carottage, et en fonction, on a regardé les fiches produits pour évaluer la qualité. Et en termes de retour sur le terrain, on n'a pas de retour négatif. Et ça, c'est un bon point. C'est-à-dire qu'on voulait une qualité qui était équivalente. On n'a pas eu de retour négatif de la part des consommateurs des fiches produits. Donc oui, on a fait une étude sur les fiches produits. Ça se limite au nombre de personnes qui parlent la langue dans les fiches produits. Après, est-ce qu'on les a envoyés à des experts? C'est peut-être ça la question. Non, pas forcément des experts, mais voilà. Effectivement d'avoir fait, je sais pas, peut-être une étude qualitative sur une Un centaine. carottage et une review sur les langues principales. D'accord, ok, merci. Alors, le temps pour une dernière question avant d'aller manger. Concernant pas la traduction, est-ce que vous réécrivez déjà les fiches produits en français avec des LLM, par curiosité? Oui, dans un certain cas, oui, on peut utiliser des techniques de réécriture de la fiche produit. Ça marche plutôt bien. Il faut faire attention à la fidélité par rapport à l'original. Il s'agit d'une tâche très similaire à la tâche de traduction et il est possible d'effectivement gagner pas mal en termes de clarté avec cette réécriture. Ok, merci. Ben, on va s'arrêter là. Merci encore. Merci à vous tous.